C'est 23. Nouvelles technologies, univers numérique et innovation. Voici une tasse de tech avec Alain McKenna et Pascal Forget. Et bonjour tout le monde, bienvenue à un nouvel épisode d'une tasse de tech, la balado techno qui ne prend pas de vacances, en tout cas pas encore, on va en prendre bientôt, mais pour l'instant on n'en prend pas. Alain McKenna ici avec Pascal Forget. Pascal, tu me sembles, d'abord bonjour, deuxièmement, tu me sembles tout à fait en mode estival, tu as un fond de teint, je te dirais, de saison. Si tu me permets. Merci, puis désolé pour la chemise un peu froissée. J'avais un t-shirt, je m'en allais au gym après le podcast. Ceux qui nous regardent en vidéo, j'ai enfilé rapido une chemise estivale. Et oui, je donne des formations en ligne comme job parallèle. Et puis hier, j'ai terminé mes formations en ligne pour quelques semaines. Alors, je me sens très festif. Imminente. Ouais. Ah oui. Oui. Fait que je suis très, très content. Tu vas pouvoir te faire un bon café froid avec ta Jura. Ah ben oui, parce qu'il faut remercier nos partenaires. On va commencer comme ça. TELUS, Plan Hub, Jura. Jura qui permet, si vous aimez le café, de faire votre boisson caféinée ou pas, avec du café en grains ou pas, avec du lait ou pas, à la pression d'un seul bouton. Il y a un affichage super simple qui permet de choisir sa boisson, d'ajuster précisément la quantité de café, de lait, d'eau et de café. Le nettoyage est super facile avec des enzymes pour éviter l'accumulation de lait dans le mécanisme. Vraiment, vraiment simple. Un seul bouton, la boisson de son choix. Allez à la salle de montre Edika sur Saint-Laurent à Montréal pour essayer et voir toutes les machines. Arrivez pas là après avoir bu du café, vous allez sauter en sortant. C'est vraiment, vraiment le fun. C'est un peu plus cher, mais c'est une machine qui est vraiment, vraiment chouette et qui va simplifier votre vie, vos matins, vos journées difficiles. Caféine à volonté. Voilà. Je vais te dire un truc à propos de Plan Hub. Nos amis de Plan Hub, qui sont nos partenaires depuis le début de l'année, qui vont continuer de l'être pour au moins l'année, et espérons-le les 10 prochaines. Je ne sais pas, on verra avec eux là, mais ils ont lancé un nouveau site web, Simbud. Vous irez voir ça, simbud. Je crois que c'est .ca. C'est un comparateur de forfait eSIM. J'en ai parlé dans le Devoir cette semaine. Les cartes eSIM, c'est cette façon, entre guillemets, virtuelle ou logicielle là, d'activer une deuxième ligne cellulaire numérique sur son téléphone, peu importe on est où dans le monde. Et c'est comme sur une ligne locale, ça permet de sauver des gros sous quand on est à l'étranger et qu'on ne veut pas payer des frais d'itinérance. Vous pouvez aller voir ça. Ça a intrigué bien des gens dans le Devoir cette semaine quand j'ai écrit là-dessus, mais il y a un site web, Simbud, qui permet de le faire et ça permet de payer moins cher. Et on le sait, dans le sans-fil, dans les télécoms, toutes les façons d'économiser sont bonnes parce que clairement, les factures qu'on reçoit tous les mois, elles, nous prouvent le contraire. Donc, allez-y. Et c'est très, très drôle. Tu parles d'eSIM. Hier, j'ai pris un verre avec une amie qui va en voyage et qui me disait « Ah, j'aimerais ça prendre des eSIM, mais mon téléphone n'est pas compatible. » Ouais, ça, c'est le problème. J'ai prêté un téléphone qui, je pensais, était compatible. Et finalement, je me suis rendu compte qu'il n'était pas plus compatible. C'est que je suis pas plus avancé. Mais les eSIM, c'est vraiment un voyage extraordinaire. Tu peux la charger dans ton appareil avant d'arriver à destination. Tu actives et puis tu peux voyager. Il n'y a pas d'objet physique à manipuler quand tu as une SIM. Contrairement à une SIM, quand on va à l'étranger, des fois, on achète, j'ai fait ça souvent, acheter des vraies cartes SIM locales, mais il y en a qui demandent un numéro de permis de conduire, un passeport, une identification. En tout cas, ça peut devenir inutilement compliqué. Là. À la fin de la journée, c'est quand même bien juste des téléphones. Mais bon, bref, Simbud, allez voir ça. Il s'en est passé des choses cette semaine, Pascal. Et d'ailleurs, je pense qu'on s'est croisés sans le vouloir à la même place avec le nouveau réseau social de Facebook, le Threads. Oui, Threads, c'est très, très drôle parce que j'étais, encore une fois, j'étais dans un bar. Juste cette semaine, c'est une semaine de sortie. Et vois le message du relationniste qui dit « Threads est maintenant ouvert à tous ». Alors, j'ai, avec les personnes avec qui j'étais autour de la table, commencé à me connecter. Ça a été très, très drôle. Maxime Johnson, chroniqueur techno aussi, qui était avec moi. Très, très drôle. On était dans les premiers. Je t'ai vu arriver quelques secondes après. Alain, je réalise que tu es devenu influenceur pizza sur Threads. Parce qu'évidemment, il n'y a pas assez de réseaux sociaux. Là. Il en sort un, puis après un autre, puis un autre. Oui. Retweeter les 6 mêmes affaires tout le temps partout, ça me oui, c'est ça. Et moi, c'est drôle parce que j'avais eu un code d'invitation pour Blue Sky 3 jours avant. Fait que je m'inscris sur Blue Sky. Il n'y a pas un chat. Voilà. 3 jours après, tu tombes sur Threads. Encore une fois, il y a Post News aussi, là, qui était, ou Post, comme ils l'appellent, qui était aussi un autre truc qui est sorti il y a quelques semaines. Il y a vraiment l'éclatement des petits réseaux sociaux là, à la Twitter. Mais on est là. C'est les gens qui veulent nous suivre peuvent nous suivre. Je ne sais pas si on pourrait créer un compte une tasse de tech. Mais on a nos comptes personnels, Pascal. Ça pourrait être drôle. À suivre. On va tout de suite tomber dans l'actualité, Pascal, parce que justement, c'en est une. Threads vient d'être lancé. Mais surtout,
et c'est ça qui est un peu étonnant, c'est que Twitter est en c'est ça que je disais, j'expliquais l'autre jour, ben, hier, en fait, qui n'est pas tellement loin dans le passé. Euh, Threads arrive et comme est en mode ouverture, parce que tout d'un coup, on Mhm, redécouvre qu'on mhm. peut tout faire sur un réseau social, alors que Twitter, à l'inverse, est en mode fermeture. À chaque jour, une nouvelle restriction s'impose. Qu'est-ce qui se passe avec Twitter? Écoute, c'est très drôle parce que cette semaine, on a annoncé que les utilisateurs de Twitter pouvaient voir seulement 600 tweets par jour. Moi, j'ai dit, ben, 600, c'est beaucoup, mais il semble que pour certains, c'est pas assez. Ben, L'utilisation de TweetDeck a été c'est ça, limitée, exact. C'est va que ça être coupe limitée l'accès par bientôt. des applications tierces. C'est ça qui est le principal embêtement. Exactement. Puis TweetDeck serait réservé uniquement aux abonnés payants dans les prochaines semaines, ce que j'ai compris de la situation. Et là, c'est très drôle parce que, boum, Meta annonce Threads, son simili Twitter, service très similaire visuellement, peut-être un petit peu plus moderne, un peu plus joli, peut-être un peu moins de fonctions aussi. Il n'y a pas de hashtag pour regrouper les conversations. Il n'y a pas de fil pour voir uniquement les profils qu'on suit, les personnes qu'on suit. Donc, ce qu'on voit, c'est un flux de threads, appelons ça comme ça, pas des tweets, mais des threads, Ouais, le nom sont à inventer, là. c'est ça, des petits fils qui sont là, qui sont choisis de façon algorithmique. Donc, c'est pas en ordre chronologique, c'est vraiment des tweets de gens que tu connais, des tweets des gens que tu connais pas, puis tout ça, pas nécessairement dans l'ordre chronologique. Alors, c'est un peu difficile de trouver ceux qui nous intéressent seulement. Ils ont quand même obtenu 30 millions d'abonnés en 24 heures. Ils ont brisé les records, entre autres, de ChatGPT au niveau de l'inscription. Pas étonnant, on va le dire, parce que, bon, mais que Facebook a 2 milliards d'utilisateurs, si je ne Oui. m'abuse. Et s'il y avait une Alors, promotion sur Facebook et sur Instagram, parce que si vous avez un compte Instagram, automatiquement, vous avez un compte Threads, donc c'est clairement. et voilà, il suffisait que de l'activer, ça prenait quelques secondes. Très belle façon de faire ça. Il y avait une espèce de billet qui apparaissait, c'est comme si on embarquait dans une belle aventure. Je trouvais ça très chouette. En dedans de quelques heures, déjà, là, je pense que j'étais dans les premiers. Il semble qu'on peut voir quelque part son numéro d'inscrit à Oui. Threads. Je serais curieux, mais en dedans de quelques secondes, tout le monde, la tweetosphère, tous les célébrités, tous les influenceurs, et là, je dis ça avec toujours un petit peu de reflux gastrique dans le fond de la gorge, mais je voyais que MrBeast, en dedans de quelques secondes, il y avait 10 000 personnes qui le suivaient. Je suis comme, voyons, le service vient d'être lancé. Que tout le monde, ça... Il y avait des partenaires, parce que Meta a signé quelques Ben partenaires oui, pour partir la c'est machine. c'est sûr qu'ils ont eu des gens qui ont eu des accès privilégiés puis qui ont été mis de l'avant pour qu'on les suive. Il y a des belles options, par exemple, si on n'a pas de recherche, on n'a pas de message privé, d'autres options que les gens recherchent sur Twitter, donc c'est pas parfaitement un simili. On peut voir un filtre pour ne pas voir certains mots. Je trouvais ça intéressant. Si quelqu'un reçoit toujours des bêtises avec un certain mot dedans, on peut le bloquer. Pas inintéressant. J'ai pas vu ça sur Twitter. J'espère que peut-être que ça existe, je l'ai pas vu. Les vedettes, tous ceux qui ont quelque chose à vendre, tous ceux qui ont quelque chose à promouvoir sont déjà sur Threads au cas où. Évidemment, la question, comment on va monétiser ça? J'ai bien hâte de voir les astuces. Ouais. Voilà, pour promouvoir qu'est-ce qu'on a ici. Le truc qui est drôle qui est sorti, c'est que ça va nous couper Instagram si on tente de fermer son compte Threads. Je pense que ça va être réglé bientôt. Là. Je pense que pour moi, c'est un faux Ça doit être plus problème. technique que volontaire, ouais, Ben, effectivement. c'est ça, selon moi, ça va se régler vite. On peut mettre en pause son compte Threads, donc ceux qui sont trop accros ou qui veulent prendre une pause peuvent le faire. En ce moment, sachez que si vous vous dites « Ah, finalement, je ne veux pas Threads », vous fermez aussi votre compte Instagram jusqu'à nouvel ordre. Ce que j'ai trouvé chouette, c'est que ça utilise le protocole décentralisé ou ça va être compatible avec le protocole décentralisé de Mastodon, un autre service de réseau social, le protocole ActivityPub. Donc, ça pourrait permettre une certaine interopérabilité des services. On pourrait dire que je ne veux plus être sur Threads, je veux aller sur Mastodon, être sur mon propre serveur. On pourrait partir avec ses abonnés, ses messages, ainsi de suite. C'est ce que je comprends du principe. Ça va être activé bientôt. Ce qui est le fun du fait que ce soit décentralisé, c'est que ça rend la coupure de services beaucoup plus improbable. C'est-à-dire que ça va être plus difficile de contrôler ce qui peut être de bloquer le contenu. Les amateurs de liberté d'expression vont se réjouir. Ceux qui, les dictateurs vont peut-être moins aimer le service. Et les dernières nouvelles, c'est que Twitter, en tout cas, Elon Musk, qui dit là, on a pris ma propriété intellectuelle de Twitter, des ingénieurs ont travaillé, ils ont continué d'utiliser de l'information.
Meta dénie, dit qu'ils n'ont pas de gens qui travaillaient chez Twitter qui ont travaillé sur ça. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est C'est pas sûr vrai? qu'il Ça y a va se plein régler d'avocats dans bientôt. toutes les directions Ben oui, qui se regardent ça de très près. On n'a pas voulu faire de faux pas du côté de Meta, donc il y a une équipe là. Et et définitivement, voilà. Twitter sent le tapis lui glisser sous les pieds. Donc, Ben oui, parce que si Elon pouvait récupérer un petit 40 milliards en poursuivant Meta, ce serait facile. Probablement qu'il ça lui le ferait et permettrait de qu'il dirait rentabiliser. merci, bonsoir. Oui, parce que Twitter continue Aïe, aïe, aïe. de perdre la vitesse, définitivement. On a eu des nouvelles du casque de réalité mixte d'Apple cette semaine, Pascal, le fameux Vision Pro dont on a Oui, parlé il y a quelques semaines, parce que finalement, je l'ai essayé, c'était le fun. On se demandait à l'époque, parce que c'était pas clair encore, quand on l'aurait au Canada, parce que ça n'avait pas été défini. On disait qu'il allait seulement être vendu aux États-Unis. Et là, on vient d'apprendre qu'il sera vendu au Canada, mais seulement à la fin 2024. Donc, on présume qu'il va être mis en vente aux États-Unis au printemps prochain, ou on avait dit déjà tôt en 2024, ça peut aller jusqu'au printemps, et que probablement qu'à l'automne, il serait mis en vente chez nous et au Royaume-Uni. Donc, ce seraient les deux marchés suivants où le fameux casque sera mis en marché. J'ai hâte de voir le prix canadien, parce que si on fait l'équivalence de devise, comme il est 3500 américains, il se vend actuellement 4662 canadiens. oui. C'est 100 de moins qu'il y a 2 semaines, parce que le dollar canadien a pris de la valeur. Donc, dépendamment du moment où ça va être mis en vente, peut-être qu'on va l'avoir à un prix plus fun que ce qu'il a à ce moment, mais c'est sûr que ça va être, peu importe, assez cher. Là, on s'entend, il n'y a pas de blague à faire là-dessus. En fait, il y a des blagues à faire là-dessus parce que c'est le même Oui, prix que le HoloLens, mais il n'y a pas de blague à dire c'est une aubaine, parce que c'est pas vrai. D'autres détails intéressants ont fuité. C'était Bloomberg qui a rapporté la nouvelle cette semaine. Il y aurait une façon assez unique chez Apple de lancer ou en tout cas de vendre les premiers casques. On créerait des salles d'essayage, disons-le comme ça, ou des oui. zones d'essayage dans les Apple Store de certaines grandes villes américaines comme New York ou Los Angeles. Ça avait été un peu le principe quand ils ont lancé l'Apple Watch. Je ne sais pas si tu avais été embarqué là-dedans. Les premières Watch, la première génération de l'Apple Watch, il fallait se présenter en boutique. Et là, on parlait à un conseiller qui nous suggérait, qui nous conseillait voici le bracelet, voici la couleur de boîtier, voici quoi. On la jouait très lifestyle, très boutique haut de gamme, horloger ou je sais pas quoi. Et là, on ferait un peu la même chose. Mais il y a une raison plus concrète, c'est qu'il faut quand même ajuster les lentilles à sa Oui, vision. Et on peut évidemment télécharger sa propre prescription pour que ça se fasse automatiquement, ce qui se fait dans bien des cas qui ne sont pas reliés avec Apple, mais quand on commande des lunettes, des choses comme ça sur Internet, on peut le faire. Mais là, peut-être qu'Apple, vu le prix, veut contrôler les premières impressions qui seront publiées par les premiers propriétaires de Vision Pro. Donc, on veut le faire en personne pour donner l'impression, évidemment, que c'est un peu plus haut de gamme. Ouais, ben c'est ça. Ça pourrait aussi, effectivement, suggérer qu'il va y avoir des gens chez Apple qui vont utiliser des petites machines. Quand j'avais fait l'essai, on avait eu une salle où on avait fait ça avec une petite machine qui regardait les lunettes qu'on porte. Et dans 5 minutes, on avait un casque prêt. Donc, il y a peut-être une façon d'automatiser. Les frais, les services de santé aux États-Unis, on le sait, ne sont pas couverts par une assurance gouvernementale. Il n'y a pas d'assurance maladie là-bas comme il y a ici. Et les soins de la vue ne sont pas couverts, sauf si vous avez une assurance par le travail. Et bien des cas, ce n'est pas nécessairement couvert. Donc, c'est une fonction qui serait le fun pour les gens qui veulent se faire prescrire des lunettes, peut-être, et qui n'ont pas les sous. Je vais faire semblant que je vais m'acheter Vision Pro. Je ne suis pas certain que ça va fonctionner. C'est rigolo, mais quand même, c'est intéressant de voir cette approche différente que de juste vendre massivement. oui, Ce que ça signale, c'est qu'Apple pourrait vendre très peu de casques Vision Pro, en fait, dès le lancement, oui. parce que ça va être Moi, des solutions plus personnalisées. Et ils vont vouloir, je pense, réduire l'accès au début. On parle entre autres de problèmes de fabrication des écrans. voilà, il y a Fait eu que des tant qu'ils n'auront difficultés de pas assez. fabrication. Il y a une production peut-être moins grosse que prévu. Et de toute façon, j'ai l'impression qu'Apple ne sent pas l'urgence d'en vendre 3 millions dès l'année prochaine. Je pense qu'ils vont juste se permettre de faire ça de façon itérative dans les prochaines années. Évidemment, le marché de la réalité mixte, augmentée, virtuelle, tout ça est encore à définir là, dans bien des cas. Donc, il n'y a peut-être pas d'urgence, mais il n'y a peut-être pas non plus de marché, ce qui reste à être déterminé, dans le fond, là, selon les ventes qu'ils feront ou qu'ils ne feront pas. Mais, écoute, si Donc, les à gens suivre. s'intéressent à regarder les matchs de soccer filmés en réalité augmentée, filmés en réalité virtuelle avec le Vision Pro, ça pourrait être très cool. Ils ont des ententes avec l'association de soccer, si je ne m'abuse. Si on peut suivre Alors, Lionel ça peut Messi être. sur le terrain en temps réel et en réalité augmentée ou virtuelle, peut-être plus dans son cas, quand il joue ses matchs avec Miami, c'est sûr que beaucoup de jeunes amateurs de soccer vont vouloir acheter un casque. À Il y a des 3000, éléments de à marketing assez 4700 intéressants. Canadiens, ça va être assez intense. Mais ça, c'est Papa, un lien, je ne sais papa, pas si tu as remarqué, c'est un lien subtil vers mon prochain sujet, voilà, continue. où je veux parler d'un tournoi de soccer, mais pas par des humains, de robots. Soccer C'est la robot. RoboCup, la Cup, comme Oui, dans Coupe. CUP, ben oui. Euh, c'est la 26e émission d'un
édition, voyons, la 20e émission, la 26e édition d'un tournoi de soccer de robots créé en 1996 par un scientifique japonais qui s'appelle Hiroaki Kitano. C'est pour stimuler la recherche en robotique et aussi en intelligence artificielle pour permettre, entre autres, à un robot de marquer des buts. Et Oui. c'est super drôle parce qu'il y a plusieurs catégories. C'est un événement qui regroupe 2500 participants cette année, 2000 robots. Il y a 40 000 visiteurs qui viennent voir ça. Et j'ai regardé certaines vidéos de compétition de robots des années précédentes. Entre autres, l'an passé, c'était un robot breton qui s'était retrouvé champion du monde via une intelligence artificielle qui n'utilisait pas Google. Donc, simplement autonome, le robot devait décider comment botter le ballon, parce qu'il y a des robots qui sont de type humanoïde. Il y a des robots qui ont des formes un peu plus exotiques, là. Le but, c'est simplement de mettre le ballon dans le but. Mais il y a des robots qui ont vraiment des formes humanoïdes. Et il y en a même qui sont de catégorie taille humaine. Oh! Et là, quand on parle de taille humaine, ce que j'ai vu sur les vidéos, c'est qu'ils sont petits, hein. Ils sont pas très, très grands, Lionel là. Messi plus que Je sais pas quelle taille ouais, fait Lionel Messi. On parlait vraiment de quelque chose de peut-être 1,20 m gros max, là. Ah, plus petit Euh, alors, ouais. Plus petit, 4 pieds quelques, là. Il y avait des personnes derrière qui semblaient très, très grosses. Et donc, on voit le robot qui est debout, bipède, qui marche, qui s'approche du ballon. Et le but, c'est de botter le ballon. Et il y a un robot défenseur qui peut empêcher le but de se faire. Les robots défenseurs n'ont pas l'air très, très habiles, hein. Ben, ça J'ai doit pas pas vu. être facile pour eux de calculer tout, là, ouais, effectivement. C'est ça. Et là, tu vois le robot qui botte le ballon, qui s'avance, rebotte le ballon. C'est assez lent, Mmh. hein. C'est pas très rapide, mais c'est quand même très, très grisant de voir ça, des robots d'apparence humaine, qui et le but de tout ça, là, c'est qu'en 2050, il y a des robots qui participent à la vraie coupe du monde de football aux côtés des humains. Je trouve que c'est une Se faire tacler par un robot, ça me tenterait pas, je vais dire ça comme ça. non, c'est ça, puis les robots, imagine un Terminator qui décide de comment je dirais, détruire le terrain l'adversaire, Il écrase le ballon. écrase le ballon pour le garder. Je trouve que c'est plus réaliste cependant que les prédictions. Tu sais que la conduite autonome avec les voitures, Oui, c'est depuis au moins 5 ans que ça devait être courant partout, 2021, voitures Ford autonomes et disait tout. ben oui. Mmh. 2050 pour des robots qui vont jouer au soccer avec les meilleurs humains dans la Coupe du monde de football, ça pourrait être quelque chose de très, très spectaculaire qu'on va voir bientôt. À suivre. Entre-temps, peut-être que Bell vous doit 1 000 $. Je Ouh! glisse ça dans la conversation. Si jamais vous êtes un client de Bell et vous avez signé une entente de service avec eux à travers un vendeur itinérant qui a cogné à votre porte, sachez que ça a été fait d'une façon qui contreviendrait à la loi pour la protection des consommateurs du Québec. Et Wow! c'est ce que avance en fait une demanderesse, une personne, une consommatrice qui s'est présentée devant la Cour supérieure du Québec, qui a autorisé un recours, une action collective contre Bell, justement pour ce genre de pratique-là qui, justement, ne serait pas encadrée par la loi. Et ce qu'elle demande, c'est que Bell remette 1 000 $ à chacun de ses clients qui auraient été signés à travers ces ententes itinérantes-là. Donc, si c'est votre cas, regardez ça de près. Évidemment, ça va prendre plusieurs mois à se régler. Le Québec, soit dit en passant, est un peu le paradis du recours collectif en Amérique du Nord, puisque on a le cadre légal qui le permet. Et généralement, ça permet de ramener au pas des entreprises un peu ambitieuses en termes de collecte de sous auprès des consommateurs. Donc, ça va être intéressant à suivre. Bell se défend là, en disant que tout le dossier de la demanderesse se repose essentiellement sur du vent, en disant qu'il n'y a rien dans toute cette histoire-là qui la met vraiment en cause. Donc, c'est une défense à la fois un petit peu arrogante et un petit peu vide, là. J'ai hâte de voir comment ça va concrètement se poursuivre, en fait. Mais ça se peut que dans les prochains mois, vous receviez un de ces fameux courriels d'actions collectives qui sont très lourds en texte et qui sont un petit peu difficiles à comprendre, mais qui, à la fin, signalent que vous avez effectivement peut-être 1 000 $ qui vous attend en remboursement de Bell. Soyez évidemment vigilants parce que souvent, c'est dans ce genre de situation. Il Oui, y a des faux courriels qui sont envoyés aussi c'est ça. par des gens qui Pour essaient de recevoir profiter. votre remboursement, cliquez ici, entrez votre Exactement. numéro de compte, votre mot de passe et oh! Mystérieusement, ton Ouais. compte se fait siphonner. Mais 1 000 $, c'est quand même quelque chose, donc il faut être vigilant, suivre Oui. ça de près si c'est votre cas. Sinon, ben, ça ne vous concerne pas. Continuez comme vous voulez. Ça fait le tour pour l'actualité cette semaine. Pascal, on va prendre une courte pause. On va revenir pour parler de la loi sur les nouvelles en ligne, le fameux projet de loi C-18 qui est accepté, qui brasse, qui a fait beaucoup de jaser cette semaine. Euh, il y a eu beaucoup d'opinions, il y a beaucoup d'éléments qui ont été avancés cette semaine qui dans toutes les directions. C'est peut-être un peu mêlant. Juste faire le point rapidement sur ce que ça implique pour nous, pour vous, pour eux, pour à peu près tout le monde. Restez avec nous, on en parle dans un instant. Une tasse de tech.
De retour à Une tasse de tech avec Alain McKenna et Pascal Forget. Bienvenue à Une tasse de tech. On parle de choses sérieuses cette semaine, Pascal, parce que la loi sur les nouvelles en ligne a été adoptée et va être graduellement mise en application d'ici la mi-décembre à peu près. Là, toutes les dispositions de la loi devraient se faire valoir. Ce que ça signale, le premier gros changement, c'est que dans les prochaines semaines, ça se peut que toute l'information, toutes les nouvelles que partagent les principaux médias canadiens sur Facebook vont disparaître de votre fil d'actualité parce que c'est Meta, qui est la maison mère de Facebook, qui était la plus prompte à réagir dans ce dossier-là en disant, nous, on arrête de partager. Paf. Et ça va arriver dans les prochaines semaines, donc bien plus vite que le projet de loi va entrer en vigueur, la loi, en fait, dans les prochains mois. Google, de son côté, a dit, parce que Google, c'est plus gros que Meta dans ce dossier-là, parce que c'est du référencement aussi sur le moteur de recherche, le fameux SEO, dont tout le monde sur le web capote, là, parce que c'est une profession, même dans bien des cas, où il y a beaucoup d'experts qui se présentent comme experts SEO auprès des entreprises et ainsi de suite. Et c'est un nerf de guerre assez important, parce que dans bien des cas, et pas seulement dans le monde des médias, mais pour les gens qui gèrent des sites web, ça peut être jusqu'à 60% et même plus du trafic entrant sur un site web. Les résultats de recherche sur Google donc, vont exclure certains sites qui vont perdre beaucoup de trafic. Donc, c'est beaucoup de sous parce que plus de trafic égale plus de visibilité et plus d'impressions publicitaires, donc plus de revenus. Donc, tout ça va être mis en pause. Mais chez Google, ce qu'on dit, c'est que nous, on attend vraiment que la loi soit à la dernière minute, là, entre en vigueur avant de couper tout ça. Ça doit être techniquement un paquet de troubles pour Google de le faire, mais on est partagé. Je parlais avec des gens chez Google cette semaine pour justement faire le point sur ce que ça changeait pour un peu tout le monde. Et ils sont, je pense pas qu'ils font ça de gré avec pleine volonté, là, parce qu'on se dit, évidemment, c'est une grosse partie du trafic des médias qui sont impliqués, mais c'est aussi une partie du trafic que Google récolte à travers Google News, entre autres aussi, l'agrégateur de nouvelles. Et j'imagine qu'on va trouver un terrain d'entente. Les deux côtés, là, du côté des médias, du côté de Meta et Google, on parle beaucoup de ce qui s'est passé en Australie, comme d'un cas où la loi est un petit peu différente là-bas, mais elle a été appliquée en 2021, je crois, et ça a duré quelques semaines avant que ça se règle parce que le gouvernement était un petit peu plus conciliant. Il avait, entre autres, pas donné cette espèce de limite de 6 mois, là, après quoi les médias pourront aller devant un arbitre pour se faire compenser dûment par Google et Facebook. Le problème, c'est que si la loi entre en vigueur dans 6 mois et qu'il n'y a pas d'entente et qu'il n'y a pas de contenu partagé par les deux entreprises, il n'y aura pas d'arbitrage parce qu'il n'y aura pas de valeur, parce qu'il n'y aura pas de texte partagé. Donc, c'est vraiment une loi assez tordue de ce côté-là. Donc, espérons que ça se règle rapidement pour la santé des médias d'information canadiens, parce que sinon, ce qui va rester sur nos fils, sur les fils Facebook, et c'est un peu ça le problème, parce que les gens disent « Ouais, mais les médias, ils profitent des médias sociaux pour faire de l'argent. » Oh non. Ce qu'il faut réaliser, les amis, c'est que je ne sais pas à quelle proportion les gens qui voient passer sur le fil Facebook ou leur fil social de l'actualité cliquent sur le lien, mais la plupart des gens ne cliquent pas. Ils voient le titre, un court texte, la photo, et ils pensent qu'ils ont tout lu déjà, tout lu de la nouvelle, et donc ne cliquent pas. Et ça fait d'ailleurs partie du plus grand problème de la désinformation, c'est-à-dire que quand on ne s'informe pas jusqu'au bout d'un texte et qu'on le commande, clairement, on risque de manquer des bouts, et souvent, ça mène à des conversations complètement absurdes sur des textes qu'on n'a pas lus au complet. Mais on reste dans l'environnement du réseau social, on ne va pas jeter le média, donc on ne va pas générer le fameux clic qui génère le fameux revenu publicitaire, et ainsi de suite. Donc, la chaîne au complet n'est pas entièrement respectée, et c'est un peu ça aussi le problème. Et c'est d'ailleurs notre grand patron de voir, Brian Miles, qui m'en parlait aussi cette semaine, qui a dû cesser ses vacances pour quand même traiter de la question. C'est quand même pas rien. Mais ce qu'il me disait, puis c'est pas faux, c'est là, j'ai trouvé ça assez intéressant, c'est que le projet de loi, au lieu de trouver un bâton et une carotte, là, on a vraiment insisté sur le bâton. On aurait pu aussi créer un modèle qui aurait été plus un incitatif à l'abonnement direct envers les médias d'information pour dire aux gens, abonnez-vous, contournez les plateformes numériques. Il n'y a pas de mal à être abonné à 3 affaires séparées côte à côte plutôt que de passer par une seule source d'information. Et ce serait effectivement une mesure, une sortie de piste qui serait intéressante de dire, sachez qu'il est possible de favoriser l'abonnement direct et ça règle un paquet de problèmes pour un paquet de monde. Et ça aurait été effectivement une piste de solution. Comme nous, ici, on fait une balado, on est sur les plateformes. La volonté de la balado, c'était d'être un peu indépendant des plateformes en étant partout. Donc, s'il y en a une qui tombe, on est ailleurs. C'est un peu une façon de le dire. On n'est pas un média, on est juste une balado, donc on n'est pas sujeté à grand-chose. Mais le groupe C23, avec qui on le fait partie de Cogeco, qui lui aussi est affecté par ce modèle-là, et c'est embêtant pour bien des gens. Mais nous, ce qu'on dit, c'est qu'on met le contenu à la disponibilité. Sauf que ce n'est pas tout le monde qui fait ça. C'est pas tout le monde qui peut avoir l'entièreté du contenu en ne cliquant pas sur le lien. Donc, entre-temps, si j'avais à proposer une solution aux gens,
d'ici à ce que le projet de loi entre en vigueur avec toute la patente, la mécanique apparaisse, parce qu'on ne sait pas encore si ça va arriver. Il y a encore des négociations qui ont lieu entre les médias et les Mmh. plateformes. Ça pourrait se régler dans 3 jours, on ne le sait pas encore. Mais entre-temps, je vous invite à cliquer sur les liens vers les nouvelles d'information pour la lire au complet, la nouvelle, avant de commenter. Ça va vous Oui. éviter peut-être de voir l'air un petit peu fou. Ça va aussi réduire, parce que souvent, ça va permettre ensuite de réfléchir et de ne pas réagir à chaud. Ça va donc réduire peut-être la partie plus négative de cette mécanique des médias sociaux et de l'information-là. Et ensuite, si vous aimez ce que vous lisez, abonnez-vous. Et à partir de là, si vous voulez commenter, vous pouvez aussi écrire aux journalistes. Souvent, on aime ça aussi interagir quand c'est évidemment que ce sont des communications civilisées et intéressantes et constructives, ça se fait très bien. Donc, c'est une façon, Oui. de contourner toute la question aussi en étant un consommateur de nouvelles averti. Évidemment, nous aussi, ici, on prend les messages. Si vous voulez nous écrire, nous suivre, tout ça, vous pouvez vous abonner. En fait, à nos fils balado, tout ça, c'est plus rendu une pub rendu là, mais je veux dire, on est accessible et c'est le meilleur moyen de consommer du contenu, c'est de s'y abonner parce qu'après ça, quand on a une nouvelle, on la publie et vous y avez accès directement. Nous, on est facile à rejoindre, Même même sur sur Threads, on Threads. disait tantôt. Ben Même oui. sur Threads. C'est exactement ce que j'allais dire. On est moderne, mesdames et messieurs, bientôt en Wouh! réalité virtuelle et en odorama. On est à En l'avant-scène. attendant, on est sur Threads, mesdames et messieurs. Mais voilà, ce sera donc la loi sur les nouvelles en ligne résumée en quelques minutes. Si jamais vous avez des questions, quoi que ce soit. Moi, j'ai écrit là-dessus sur Le Devoir. Là, on a expliqué en 7 points c'était quoi les enjeux de la loi. Donc, Oui. il y avait plus d'informations. Vous pouvez aller lire l'article que je partagerai peut-être tout à l'heure. Mais sinon, effectivement, il faut suivre ça de près parce que on dira ce qu'on voudra sans information. On est moins bien informé. Hein. Je pense que la phrase est s'auto-répond à elle-même. Et c'est pas moins d'informations qui fait qu'on est un meilleur citoyen. Donc, il faut être critique par rapport à ça. Et c'est pas parce que les médias ne veulent pas vous informer, c'est parce que les plateformes, pour vrai, ont un modèle très fermé qui, euh, qui est rendu très important. Je regardais les chiffres de part de marché de Facebook, d'Instagram, de Google Search, du moteur de recherche Google, de Google News. La régie publicitaire des deux, c'est dans tous les cas au-dessus de 80 de leur marché respectif. Donc, ce sont des quasi-monopoles. Donc, effectivement, Mm. il faut éclater un peu ce modèle-là. Et c'est ce qu'on a. Je pense que c'est ce que essaie de faire sans être parfait le modèle de la loi actuelle. Je veux dire ceci aussi à propos de la loi, personne n'est satisfait de ce qui s'en est. Donc, il faut vraiment que ça se règle plus tôt que tard. Voilà. Sujet sérieux, quand même, qu'il a fallu C'est un résumer sujet assez sérieux. exactement. Je vais aller respirer, prendre une gorgée d'eau. On va parler de gadgets, le fun. Après, moi, je ne sais pas, Pascal, si tu as essayé ça, j'ai un concentrateur, une passerelle pour maison connectée qui se veut l'ultime passerelle qui fait tout. Est-ce qu'elle fait tout? J'y réponds dans un instant. Toi, tu as un clavier, le fun aussi, je pense. Un clavier qui fait presque tout aussi, parce que chacune de ces touches peut être programmée très facilement. J'aime beaucoup ça. Puis ça contrôle, en plus, ces réunions vidéo. Alors, si je Ouh! voulais, je pourrais d'un clic couper la vidéo, Non! le son de Ne cette nous quitte pas! voilà, de OK, bing ben bang on de essaie même. ça, puis on revient dans une seconde, une tasse de tech. Restez avec. De retour à Une tasse de tech avec Alain Mekena et Pascal Forget. Et bienvenue à une tasse de tech. Nous sommes rendus dans la partie de l'émission où je pense on s'amuse un peu plus parce que là, c'est là où on peut être un peu plus ludique. Les choses Ben, moi, sérieuses sont sérieuses, mais faut je pas tout le temps m'amuse être en sérieux. général. Je suis heureux tout le temps, mais oui, on peut se permettre d'essayer des affaires et de partager notre enthousiasme ou Exactement. nos préoccupations, disons, sur certains produits qui nous emballent moins. Allons-y comme Et ça. là, on parle de Toi, choses aussi intrigantes que cette boule rouge que j'ai dans la main ici et qu'on ne sait pas trop c'est quoi. Je vais vous en parler après parce que c'est en lien avec ce que Pascal t'a essayé cette semaine. Et ce que tu as essayé oui. cette semaine, c'est, mine de rien, c'est une tendance, je veux dire, de plus en plus présente, mais c'est un peu rétro, en fait, dans le marché du périphérique informatique. Ah, ah. Ouais, mais je pense qu'il y a beaucoup de gens qui cherchent à bien s'équiper. Mhm. Vraiment important, là, à un moment donné, tu travailles à la maison, c'est bien beau de travailler avec le truc que le patron te donne. Je discutais avec des participants de mes formations en ligne, puis ils me disaient, ben moi, là, je suis tanné, je m'achète un nouveau laptop parce que celui du bureau est pas assez bon, je m'achète un nouveau clavier parce que je m'achète une nouvelle webcam parce que je veux bien paraître, je suis à la maison, je suis autonome. Et donc, j'essaie, moi, un clavier. Et c'est un clavier mécanique. Quand tu parles d'intérêt, c'est très, très drôle parce qu'en ce moment, il y a vraiment de la passion autour des claviers mécaniques. Il y a toutes sortes de forums de discussion sur l'utilisation des claviers mécaniques. Et celui-là, c'est un clavier de Kensington, une Mhm. compagnie qui fait des produits axés travail, business. C'est un modèle costaud avec un fini en aluminium qui est donc très joli. J'ai été surpris parce qu'il a un rating IPX. Tu Oh, sais, le quand même. IPX, résistance aux Les gens qui éclaboussures, échappent leur café spill-proof. sur leur clavier pourraient être Il est rassurés. conçu pour résister à des chutes de café. Il y a même un standard militaire de résistance aux désinfectants.
Wow! Donc, si tu veux, tu peux l'utiliser, tu ne devrais pas avoir d'usure ou de perte. Tes caractères devraient rester, même si tu nettoies avec du désinfectant très, très fort. Il est offert avec un couvercle en silicone, une espèce de préservatif, une capote en Mhm. silicone qu'on peut enfiler si vraiment on travaille dans un climat de travail un peu, Si on mange si des on est Doritos simplement un peu en jouant aux jeux vidéo, là. Ouais. oui, c'est ça, si on mange des chips, bon, évidemment, on va perdre un peu de la sensibilité du clavier, mais oui, on peut très, très bien taper avec le clavier, avec sa capote en caoutchouc, parce que c'est un clavier avec des touches mécaniques. Et ça, c'est une grosse différence. C'est vraiment un petit mécanisme, là, la pression du clavier, et là, je vais le débrancher, je vais l'éteindre avant de me mettre à toucher sur les touches. Si je touche, on entend là, le bruit. C'est un clavier quiet. Je sais On pas si n'entend tu pas entends beaucoup. le Ben non, on cliquetis, entend très peu. c'est très, Mhm. très doux. Normalement, les claviers mécaniques peuvent faire un clac, 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 assez embêtant. Pas pour toi nécessairement. Tu es dedans, c'est toi qui tapes, tu sais ce qui se passe. Le voisin de Pour les bureau. voisins, ça peut être Mhm. très désagréable. Celui-là a des petits coussinets en caoutchouc qui font qu'en fin de frappe, c'est adouci. On a quand même une très, très bonne sensation quand on frappe. Très précis tapé. J'ai eu beaucoup, beaucoup de plaisir à taper très rapidement. Et ce qui est beau, c'est qu'il y a aussi les touches qui sont personnalisables. On peut installer l'application Kensington Connect avec un K, Connect, ben oui. KK. Je trouve Mhm. ça très drôle. La réponse K. Et on peut ajouter des macros. Donc, une touche va permettre, par exemple, de faire un raccourci, un deuxième raccourci, coller quelque chose, fermer quelque chose. Et on peut choisir ça pour nos applications. Donc, si on utilise Word, ça va être certains macros. Si on a certains utilisateurs, on peut avoir certaines macros ou encore certaines tâches. Donc, je décide que je fais du montage vidéo, je fais une série de raccourcis, je peux changer pour mes loisirs, ça pourrait être pour les jeux, je peux changer de tâche et avoir différentes macro-commandes, différents raccourcis. Très simple à faire. Par défaut, on a des boutons qui permettent de contrôler ces conférences vidéo dans Teams et dans Zoom. Je l'ai essayé dans Teams, ça fonctionnait très bien. J'ai pu fermer mon écran, fermer ma caméra, je m'excuse, fermer ma caméra, fermer mon micro, Mhm. simplement avec le gros bouton dans le coin. Très pratique. Tu veux tout sauter, tu veux tout simplement parler à quelqu'un, tu peux couper ton micro. Ça devrait être compatible avec Zoom aussi, mais écoute, je peux réessayer si tu veux. Je l'ai essayé, ça fonctionne malheureusement pas. Il y a peut-être juste un petit bug, quelque chose qui est Mhm. arrivé. Quoi d'autre? Écoute, très, très, très impressionné. Il est compatible Windows Mac, donc dans la configuration, on dit je veux que ce soit un clavier Mac, je veux que ce soit un clavier Windows. Sur les touches, on a les deux symboles dessus. Donc, on a les symboles Mac et les Windows, symboles les Windows. symboles. On peut passer Ben oui. d'un à l'autre très rapidement. On peut se connecter à trois appareils par Bluetooth. On a un petit dongle aussi, un petit dongle qui Un permet de le connecter adaptateur pour rapidement. connecter par onde radio. Par contre, radio, donc il y a moins d'interférences. On a moins de, si on a des difficultés avec le Bluetooth, on peut tout simplement mettre le petit dongle et ça fonctionne très bien. Je l'ai fait avec un Chromebook, branche le petit dongle, puis taper avec le clavier très, très vite sans avoir à installer d'application ou de pilote. Mhm. Et quoi d'autre? Il y a 3 ans de garantie. Quand même. 3 ans de garantie pour un clavier, c'est surprenant. C'est bon. Ben, je veux dire, ça Je devrait trouve durer ça plus bien. longtemps que ça. Là. Il y a souvent l'usure si Il on perd devrait des caractères, durer mais ouais. beaucoup plus longtemps que ça, mais comme c'est un outil professionnel, c'est conçu pour durer. Il est 200 $ américains, 266 canadiens. Il n'est pas donné. Ça, c'est un peu cher. Euh, mais c'est un bon clavier qui devrait vous durer longtemps. Il est massif. Il y a même des petits protecteurs pour les ports. Et je trouve ça très, très le fun. Tu peux bloquer là, pour éviter que les poussières entrent dans le petit port de recharge. Les touches sont rétroéclairées. C'est important si tu travailles le soir. Si vous n'avez pas de clavier rétroéclairé et que vous travaillez le soir, ça change une vie. Il y a 90 heures d'autonomie, même avec le rétroéclairage des touches à 100%. Mhm. Donc, 90 heures de frappe. On s'entend que c'est une Pas dizaine plus de longtemps. jours, Ouais. dizaine de journées faciles à 100% de rétroéclairage des touches. Évidemment, ça peut aller plus loin. Très, très le fun. Très beau clavier. J'ai eu du plaisir à taper avec. J'ai hâte de taper de nouveau avec. Le Kensington, et là, je donne le nom. C'est le Kensington MK7500F Quiet Type Pro Silent Mechanical Keyboard with Meeting Controls. C'est pas le nom le plus sexy, mesdames et messieurs. C'est un peu la fiche technique dans un nom. Ouais, c'est ça, C'est exactement. ça, c'est toutes les caractéristiques du clavier Dans dans un le nom. nom du clavier.
On a fait une job d'SEO, là, justement. Si jamais vous cherchez un périphérique pour aller avec votre clavier et que vous cherchez une souris, c'est drôle parce que j'avais ça aussi, puis je voulais en parler, mais je ne savais pas comment. Donc, Mmh. si tu me permets, je vais faire une parenthèse. Ben oui. J'ai ici le Kensington Slim Blade Pro Trackball. Clairement, Kensington ont un problème avec leur nom. C'est un trackball en français, j'ai aucune idée comment ça se traduit. J'ai jamais vraiment trouvé la formule, mais c'est vraiment un pointeur, c'est une souris, en fait, sous forme de boule. Dans ce cas-ci, c'est assez intéressant parce que, premièrement, c'est un appareil qui est ambidex, là, qui est main gauche ou main droite parce qu'il est entièrement symétrique. C'est un gros pavé avec une boule dans le milieu. Et ce qui est amusant, c'est que la boule s'enlève. Il y a rien qui la retient. Donc, on dépose l'appareil sur le Mmh! bureau et la boule est là. Et ce qui est intéressant de ça, c'est qu'on peut rapidement tout le temps nettoyer les connecteurs sous la boule, donc pour une précision plus grande. Parce que les trackballs, souvent, c'est ça qui arrive, c'est qu'on tourne le contrôleur, la grosse boule, la poussière, ça rentre et la précision est moins grande. Donc, c'est quand même une boule de pointage. Merci Pascal, je vois Ben ça. oui, j'ai cherché, boule de Puis, pointage, boule directionnelle et boule roulante. ça remplace une souris. Moi, j'aime beaucoup la formule. J'en ai une comme ça qui est plus ergonomique, là, qui est sur le côté, mais qui est évidemment limitée à un usage de main droite. Et celle-là, donc, elle est usage main droite, main gauche. 4 boutons, 4 gros boutons. Ça, il y a vraiment une notion d'accessibilité là-dessus. C'est universel, là. C'est tellement bien fait pour ça qu'il y a pas, il est impossible de ne pas pouvoir utiliser cet appareil-là. 4 gros boutons qu'on peut personnaliser à travers la même application que ton clavier. Mmh. Et connexion Bluetooth, connexion 2.4 GHz. Il y a d'ailleurs le dongle que tu disais, le connecteur est situé, il y a une fente en dessous où on peut le ranger, ce Oui, qui évite pour d'avoir un ranger jam. le dongle, très important si Donc, vous ça se avez un transporte bien. clavier. Et il y a une connexion USB-C dans son cas pour le connecter directement, le brancher physiquement dans son appareil quand on l'utilise. Euh, le problème avec les souris et souvent bien les claviers aussi qu'on a du bureau, c'est que c'est des produits cheap qui ne sont pas conçus, qui sont pas ergonomiques, donc qui font mal partout, dans le bras, dans le coude, les épaules, rapidement quand on les utilise trop. Je ne saurais trop vous recommander d'investir dans un clavier ergonomique et dans une souris qui n'est pas une souris de base plate avec 2 boutons seulement, parce que Oui, ça va changer votre vie pour vrai oui. si vous travaillez avec un ordinateur régulièrement. Et cet appareil-là, étonnamment, fait plutôt bien la job. Il n'y a peut-être pas une forme conventionnelle, et c'est un peu ça l'idée, mais il va plutôt bien. Et c'est un bon premier contact avec quelque chose qui n'est pas une souris, justement, pour changer le mal de place, je vous dis. Cet Mmh. appareil-là, effectivement, n'est pas donné lui non plus, 140 là, mais au-delà du prix, et de toute façon, à ce prix-là, il existe d'autres produits dans le même genre avec lesquels vous pourrez comparer, mais prenez le temps, si vous travaillez de la maison ou du bureau, souvent avec une souris, de considérer autre chose que la souris de base parce que c'est jamais très bon pour le coude, pour le poignet, pour tout le bras, et ça finit par faire des vrais dommages et c'est pas cool. Et là, j'ai une grande question pour toi, Alain. Je sais que tu Oh! es gaucher, si je ne Oui, m'abuse. Est-ce que tu utilises ta souris avec la main gauche ou la main droite? main droite, Main droite aussi. Moi aussi, je suis gaucher, j'utilise ma souris avec la main droite. Je pense que par habitude. tout le monde tout le monde par habitude. Je pense que la Ouais. souris, on apprend avec la souris à droite et puis c'est comme ça qu'on fonctionne. Parce que, en fait, ce que je fais, c'est que je vais sur un pavé lisse, sur un laptop, tu sais, l'espèce de pavé qu'il y a sur la plupart des ordinateurs portables. Dépendant de ce que je fais, ça va être soit la main droite ou la main gauche, mais naturellement, le clavier de la main gauche et la main droite à 2 mains, là, et la main droite va sur la souris. Donc, Écrivez-nous sur Threads, mesdames et messieurs, est-ce que vous utilisez votre souris avec la main gauche ou oui, avec la main droite? threadez-nous ça, exactement. Threadez-nous ça, on va être Threadsy. Oh, je sais Trouver plus les... de. Surtout, ça se traduit mal en français parce qu'un fil, filez-nous l'information, Ouf, refilez-nous, en tout cas. ouf. On va prendre le temps. Peut-être que dans 6 mois, il n'y aura plus de threads, on ne sait pas, donc pressons-nous On pas. ne sait pas, c'est ça. Est-ce que ça va remplacer Twitter? C'est la question auquel on ne répondra pas aujourd'hui. Moi, je me dis, encore une fois, ça fait un média social de plus. Selon moi, ça va aider à tuer Twitter. Est-ce que ça va le remplacer? Ça va prendre une application qui permet de connecter et de publier partout en même temps. Il va se créer une espèce C'est d'équivalent ça. de Hootsuite là, spécifique aux réseaux sociaux. Oui, oui, oui. Puis C'est des une invitation. connecteurs avec les WordPress et compagnie pour que ça publie sur Threads tout de suite. Exact. Là, tu as dans la main le Omi Bridge. Ouais, Homey, qui est une jeune start-up européenne là, qui a lancé il y a 1 an ou 2, je pense, ou peut-être un petit peu plus, là, avec la pandémie, j'ai un peu perdu le fil. Eux, ils voulaient être l'espèce de point central de la maison connectée. Ils ont créé le Bridge, qui est leur premier appareil, qui est un concentrateur, une passerelle pour la maison, qui permet de connecter tous les appareils connectés que vous avez de toutes les marques imaginables et qui, normalement, devraient être universels parce que si vous avez, et nous, par la job, Pascal, on en essaie beaucoup, puis il n'y en a pas deux qui fonctionnent ensemble de façon Ah, non. satisfaisante, là. Il y a l'univers des produits qui Zigbee. Ensuite, il y a le Z-Wave. Ensuite, il y a du Wi-Fi. Il y a les affaires Philips. Ensuite, il y a Alexa, puis il y a Google, puis Apple. Puis en tout cas, bref, on se perd rapidement dans tout ça. Donc, Omi ont vu le jour il y a peut-être 2, 3 ans. Ils se sont dit, nous, on va créer le machin qui contrôle absolument tout. Et ça a donné cet appareil-là qui est actuellement vendu par Omi au prix de 100 le Omi Bridge,
qui est un petit peu gros, mais qui est quand même assez élégant et qui a une bande Il est lumineuse très à joli. d'elle qui change de couleur, là, qui permet d'indiquer l'état du bidule. Je veux dire Une ceci à grosse propos de cet rondelle de appareil-là. hockey? Une grosse rondelle de Ah, hockey? une Comment on grosse, pourrait grosse, c'est décrire plus ça? Une gros. boîte de C'est deux camembert? fois. C'est deux rondelles de Mmh. hockey. Je vais dire ça comme ça. Ouais, un camembert, un petit, ouais, un brie, double crème, bien crémeux. Oh, voilà, une boîte, c'est à peu près cette Wow, beaucoup taille-là. moins intéressant, mais bon. L'appareil se branche à travers une connexion USB dans le mur, donc c'est une source d'alimentation qu'on branche et tout le reste fonctionne par Wi-Fi ou par onde sans fil, donc il n'y a pas de port Ethernet, donc il n'y a pas de casse-tête à le brancher dans son routeur physiquement parce que ça peut être agaçant. Et c'est important parce que l'appareil fonctionne avec les protocoles Zigbee intégrés, Z-Wave, et il y a aussi un protocole infrarouge. Et donc, ça prend, dans Mmh. certains cas, il faut voir, il faut qu'il y ait un contact visuel entre Ben oui, des l'appareil et les climatiseurs, entre accessoires. autres. Les Exactement. télés, Donc, certaines télés ont une télécommande infrarouge. c'est important de ne pas avoir à le brancher physiquement dans le routeur, parce que le routeur, souvent, est dans un garde-robe chez bien des gens, Ben, et c'est de ça. là, Ben oui, c'est ça. l'infrarouge sert à rien. Donc, ça, c'est Ben oui, important. et sortez vos routeurs de vos garde-robes. Est-ce que Oui, je peux ça me permettre de aussi. faire un message d'intérêt public? Vos Vas-y. routeurs devraient, pour avoir le meilleur signal, être en vue et pas dans une armoire en métal fermée. Ah, ben, mon Wi-Fi ne marche pas bien. Exhibez vos routeurs, mesdames et messieurs. Ça va vous Exactement. aider. Donc, cet appareil-là permet de configurer dès l'application mobile et seulement sur mobile, parce qu'il n'y a pas de web app, là, l'application web, nombreux appareils qu'on possède à la maison. Donc, je le disais tantôt, par Wi-Fi, par Zigbee, par Z-Wave, par infrarouge, ça fait beaucoup. Ça fait 90 des appareils. On dit qu'on connecte plus de 50 000 appareils différents à travers un Romy Bridge. Donc, c'est des gens qui ont plein de lumière, plein de gugus, même des enceintes. On peut connecter Spotify Connect à même le bridge pour ensuite automatiser des fonctions de lecture musicale quand on arrive à la maison, entre autres, parce que dans la deuxième partie de l'application, il y a ces activations, ces automatisations-là qu'on peut créer. Ça s'appelle des flows dans Oh. l'application Homey. Donc, on peut créer des flows. Par exemple, quand les flows arrivent à l'école, tu peux dire de créer un flow pour partir de la musique. Bon, j'arrête ça là, mais vous voyez ce que je veux dire? On peut créer des automatisations basées sur un paquet d'affaires qui font non seulement des opérations liées aux appareils, mais qui vont aussi chercher des services en ligne. Et c'est comme ça qu'on peut, c'est comme ça qu'un Romi, en fait, gère les différentes marques et différents produits. C'est à travers les applications ou la connexion aux applications. Donc, on peut installer l'application Philips Hue sur le bridge. On peut installer l'application de Oh, wow. Sonos, Spotify et ainsi de suite. C'est Oh, très européen juste ça. comme gadget. Oui, mais juste ça, Sonos et You, ça évite d'avoir le Bridge You, ça évite Exactement. d'avoir l'application. Écoute, ça peut Ça être enlève des amusant. morceaux, effectivement. Puis, c'est un peu ça la volonté, de aussi enlever les gugus, parce que souvent, on achète les ampoules, on achète les appareils, il faut acheter le petit bridge Wi-Fi à part. Ça le remplace. Les enceintes Alexa le font aussi plus récemment, donc c'est peut-être pas nécessaire. Euh, le problème avec l'appareil, il coûte 100 pas cher. Tu dis, waouh, ça règle tous les problèmes, pas cher, mais Ben oui, il est c'est limité ça. en version gratuite ensuite à un service qui ne compte que 5 appareils connectés à la fois. Et là, tu fais comme, Ouh! waouh, 5, c'est pas beaucoup, hein? Ben oui. Et pour avoir plus que 5, donc illimité, il faut s'abonner à Hobby Premium, parce que pourquoi pas, n'est-ce pas? La société par abonnement, on est rendu là. C'est 4 par mois. Les 3 premiers mois sont gratuits. Vous pouvez l'essayer, sauf qu'après 3 mois, on ne peut pas vraiment retourner chez le fabricant, l'appareil, si on n'est pas content. Donc, c'est un peu plate. Donc, ils nous forcent essentiellement à s'abonner à leur service par abonnement. Et à partir de là, on a des accès. On a par exemple des versions évoluées de NanoLeaf pour les gens qui ont les lumières connectées de la compagnie canadienne NanoLeaf. Mhm, mhm. Bon, ben, ces applications-là, plus poussées, plus pointues, ne sont accessibles que par abonnement. Donc, il faut payer là Ah, aussi. ça, c'est dommage. Ouais, Spotify Connect aussi demande Spotify Premium. Donc, il faut être un client de Spotify pour que ça Ben fonctionne. oui, Donc, ça, c'est Spotify normal. Premium, je peux comprendre pour avoir accès à Mais ça l'interface. vient Oui. pas, c'est pas comme la fin de tous nos problèmes financiers, là, clairement pas. Et ça, c'est un peu embêtant. Et comme c'est un appareil qui a quand même encore un an ou deux d'existence, qui est nouveau ici, mais il était déjà vendu en Europe, il n'est pas compatible avec les plus récentes technologies de domotique. Et là, je pense à Matter, qui est Oh, l'espèce de super protocole qui s'en vient, bon, qui a commencé à être mis en marché ces jours-ci. Il n'y a pas le thread non plus qui permet d'automatiser l'interopérabilité. Ça, c'est franchement le mot le plus difficile à prononcer de la langue française. Interopérabiliser tout ça. Ouh, je l'ai eu. Et tous ces protocoles-là, il y a une version 3.0 de Zigbee qui est en marché. Il y a un Z-Wave 3.0 aussi. C'est pas compatible avec le bridge. oh, ça, Pour que c'est là, tout ça ça le tue, soit, là. donc pour qu'on ait un bridge, une passerelle de domotique prête pour le futur, future-proof, Ben il oui. faudrait acheter le Homey Pro, qui est la version Pro du Homey Bridge, qui, elle, coûte 550 et qui sera mise en marché seulement plus tard, proche de Noël cette année. Ouf. Là, on parle de quelque chose qui coûte une beurrée, comme on dit, et c'est une autre conversation, donc c'est un peu fâchant pour ça.
Je vais vous dire ceci, si vous me suivez jusqu'ici dans ce que je vous dis depuis tantôt par rapport à cet appareil-là, parce que ça vous intéresse vraiment, il existe des serveurs logiciels hein, qu'on installe sur un ordinateur et qui vont remplacer un bidule comme celui-là dans bien des cas. Je pense entre autres à Homebridge, qui est une espèce de serveur de service qui concentre et qui, en fait, se veut le lien manquant entre les appareils qui sont compatibles avec Alexa, Google et Apple, mais pas les trois en même temps. Ça permet de tout regrouper. Donc, il y a moyen d'éviter de payer pour un gadget dans bien des cas et de rendre tout ça compatible. Et ça vaut la peine de l'essayer parce que si vous ne savez pas si vous en avez besoin et vous achetez un appareil comme celui-là en vous disant pourquoi pas et vous finissez par ne pas l'utiliser, clairement, là, c'est une perte d'argent, donc c'est pas nécessaire d'aller jusque-là. Donc, ça vaut la peine de peut-être essayer l'équivalent logiciel de ça avant de savoir si on en a besoin. Surtout que si on veut vraiment investir dans le bon produit, c'est le Homey Pro et le Homey Pro coûte 550 à ce prix-là, tu aussi bien d'acheter une enceinte Alexa parce qu'elle fait la plupart des fonctions que fait le Homey pour pas mal moins cher. Puis en plus, c'est une enceinte connectée. Homey dit qu'ils Voilà. sécurisent leur plateforme pas mal mieux, mais bien des gens s'en foutent, donc c'est vraiment une question de point de vue à ce niveau. Mais ça finit toujours par coûter cher, puis c'est ça qui est fâchant. Fait que je vous dis, si absolument Ah, il vous faut un bidule comme celui-là, le Bridge est 100 pas cher. C'est pas la meilleure, c'est pas la solution parfaite, mais c'est une solution. Ce qui est déjà ben, mieux c'est qu'il n'y a pas ça. de solution du tout. Mais aussi, ne pas acheter d'appareil connecté pour la maison. C'est pas nécessairement un mauvais choix en ce moment, en attendant que tout ça s'harmonise. Et ça fait je sais pas, ça doit faire 5 ans qu'on dit la même chose par rapport à ça. Là. Mais là, il y a une. Je croise les doigts, c'est peut-être la bonne avec Matter et Thread et tout ça qui s'en viennent comme protocole d'industrie. Là. On va peut-être finir par avoir des appareils qui se parlent entre eux décemment et on pourrait effectivement créer la maison intelligente dont on rêve depuis des années. Mais pour l'instant, on n'est pas encore là. C'est comme la conduite autonome. C'est dans 5 ans. Exactement. Toujours dans Voilà. 5 ans, depuis Comme le plus de soccer 10 de ans. robots. Ben oui, voilà. Voilà. La Coupe du monde de robots en 2050 en plus de ça. On remercie nos partenaires. Oui, monsieur, on Plan remercie. Hub, Vas-y. TELUS, Jura, le C23, le groupe Cogeco qui diffuse et rediffuse et partage notre podcast. Merci beaucoup, Claude Hébert, la mise en onde. Alain Mécanon, tu es partout dans le devoir, écoute, Abonnez-vous. Je ne dis que abonnez-vous. ça. Oui, C'est on a des ça, infolettes et on a plein d'affaires. pascalforget.com, Ben oui. suivez-moi. Moi, il faut que je le dise absolument, je suis très, très drôle. Pendant l'enregistrement du podcast, j'ai déclenché un pain. Donc, avec mon four connecté Joule, là, je vois qu'il reste 6 minutes 24 avant que mon pain soit prêt. Ah, est-ce Alors, que tu je as un vais bouton sur déguster ton du pain clavier de dire chaud. je veux un pain, puis là, ça part la machine? C'est presque ça, mais pour des raisons de sécurité, il faut que tu démarres en Ah, ben appuyant oui, physiquement sur le bouton. ça On a du pourrait sens. pas, à distance, quand j'ai dit ça, démarrer à distance, j'ai démarré le programme, j'appuie sur le bouton, je peux à ce moment-là superviser la cuisson du pain à distance, puis je vois Ah, 6 minutes 3 avant mon pain connecté, le four Joule. Ça vous prévient quand votre cuisson est prête, et ça, je trouve ça assez fantastique. On parlait de maison connectée, de domotique, c'est des petites choses comme ça qu'une fois qu'on y a goûté, c'est dur de revenir en arrière. Ouais, mais je peux surveiller mon four une fois. Ah, non, non, t'es distrait, t'es dans l'une. Tu as une notification quand c'est cuit. Moi, je trouve que c'est ça la beauté de la technologie. Alain, voilà. amuse-toi bien. À Ben, la merci beaucoup. prochaine. Merci à toi aussi. Bon pain. Bonne semaine à tout le Merci. monde. Écoutez, abonnez-vous. On l'a dit tantôt, on a des fils sur des balados, on a des fils sur YouTube et Facebook. N'hésitez pas. Entre-temps, passez du bon temps. Il fait chaud. Hydratez-vous. On prend évidemment un petit repos de notre côté et on se revoit bientôt pour une nouvelle tasse de tech. Salut tout le monde!